Un homme marié légalement et qui est dans la quarantaine. Bon, je pense qu'on ne va pas rester éternellement sur ce sujet parce que ce n'est pas principalement ce sujet. Mais je réponds en disant que la vie, c'est un choix. Et chacun assume son choix. Quand une femme décide de sortir avec un homme marié, c'est sa décision. Quand un homme marié s'en va chercher une femme, c'est sa décision. Mais en termes d'âge, il y a des gens qui ont 40 ans ou 60 ans, qui sortent avec des filles de 20 ans, ça existe. Ça, ce n'est pas nouveau partout, ça existe. Mais je voudrais qu'on recadre un peu, si vous permettez le sujet. Oui, tout à fait, on va le faire parce qu'on va passer aux différents autres cas de figure. C'était sa préoccupation, oui, comme on est là pour... Mais, vous savez, ce que je veux dire, pour conclure, par respect, c'est de dire, tout acte qu'on pose, on doit assumer. Voilà. Je décide d'aller avec quelqu'un, je sais pertinemment que la personne est mariée, j'assume. Demain, il n'est pas question de venir pleurnicher pour dire, il m'a trahi. Aux hommes aussi, d'être sincères, parce qu'il y en a qui disent, non, je ne suis pas marié, ils cachent leurs alliances, et la pauvre femme qui se jette dans ses mains, le lendemain matin découvre qu'il a déjà un foyer. Ça, c'est pas la chose. Donc, très bien. Koné nous appelle de la Riviera Palmeraie. Monsieur, madame, mademoiselle? Oui, c'est monsieur Koné. Monsieur Koné, très bien. On vous écoute. Bon, je voulais rejoindre un peu mon frère qui a appelé de Londres, là. Oui. Alors, pour dire à nos femmes, là, que c'est nous les hommes qui épousons les femmes. C'est vous les hommes qui épousez les femmes? C'est les femmes qu'on drague. Donc, elles ne sont pas obligées... Allô? On vous écoute. Voilà, donc les femmes, là, elles ne sont pas obligées d'aller donner leur numéro à n'importe qui. Quand un homme décide de se marier avec une femme, c'est pour donner toute sa vie. Et donc, quand, après un mois, elle vient dire que non, je n'ai plus de sentiments, c'est comme si elle a bousillé carrément sa vie. Et il doit reprendre tout à zéro. Est-ce qu'on doit se confesser à une femme encore? Donc, vraiment, j'aimerais que vous attirez un peu l'attention des femmes. Okay. Parce que l'homme qui décide de se marier, il est sincère. Sinon, il y a beaucoup de femmes. Comme il y a beaucoup d'hommes également. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, cela dit, ce que vous dites est fort juste, mais j'aimerais que ce soit dans les deux sens. Justement, même l'Église n'arrive pas à résoudre ce problème, puisque à l'Église, on vous donne deux ans d'observation, mais au bout de ces 2 ans, le mariage n'est pas toujours garanti à 100%. Moi, je pense que fondamentalement, il y a un problème. Le problème peut venir de n'importe où, c'est-à-dire à l'instant même, ou alors un peu plus tard, ou alors c'est des choses qu'on a gardées. On a pensé que la personne peut changer à terme. Ça, on en a parlé plusieurs fois ici. C'est impossible. Parce que certaines femmes également, effectivement, s'engagent dans le mariage. Ah oui. Bon, elles voient bien les défauts du monsieur qui n'est peut-être pas très sérieux, qui a déjà tendance à sortir, à la tromper. Elle se dit, après le mariage, ça va changer. Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est impossible. Un homme ne change pas. Enfin, vous avez dit sinon avec l'aide de Dieu. Moi, je dis avec l'aide de Dieu, sinon c'est impossible. Un homme ne change pas après son mariage. Alors, pour finir avec ce cas de figure, donc le côté amour, et pour répondre à la question, la préoccupation du téléspectateur qui était juste avant. Il y a un téléspectateur en ligne? Mademoiselle Kwasi? Oui. De la Riviera 2. Allô, Mademoiselle Kwasi, nous vous écoutons. Allô? Oui, Mademoiselle Kwasi, nous vous écoutons. Ok. En fait, j'aimerais dire il faudrait qu'on regarde un peu le sujet. Voilà. Lorsqu'on découvre nos sentiments, nous rendent malades. On vous on entend veut mal. Parler un peu. Allô? Oui, vous pouvez reprendre. Je dis, j'aimerais qu'on regarde un peu le sujet. On vous écoute. Voilà. Lorsque nous disons que nos sentiments nous rendent malades. Parce que souvent, on vit certaines situations, certaines relations où souvent on a du regret, on a vécu, on a tellement eu mal et on s'est parfois sacrifié pour certaines choses et après, on se rend compte que cela a été validé. Tout de suite, ça rend malade, ça coupe l'appétit et ça renvoie même à être dégoûté de la vie. Tout à fait. Voilà. Très bien. Ça. Je pense que c'est à ça que consiste le sujet. Je pense que c'est ça la réponse. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu une petite expérience où j'ai commencé une relation où vraiment je voulais tout donner parce que je n'avais plus envie de me disperser. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais frappé à la mauvaise porte carrément parce que tous mes efforts étaient vraiment nuls, ça n'a pas servi, quoi. Très bien. Voilà, et à la fin, je me suis retrouvée seule, vraiment blessée. Et là aussi, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est utile encore d'aimer
et à chaque fois, il faut répondre. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, quand nos sentiments nous rendent malades, c'est cela le thème du sujet. Nous sommes dans les différents cas de figure. Le premier cas de figure, avancé d'ailleurs par M. Diallo Tikwayi Vincent, c'était le cadre amoureux. Vous avez été nombreux, bien nombreux à réagir. On a tous pu le voir ici, parce que c'est toujours un sujet qui fait couler de l'encre et de la salive, parce qu'on est tous confrontés finalement à des problèmes de cœur. Alors, on va en appeler à la responsabilité de tout un chacun. Tout simplement, quand on décide de se mettre en couple, il faut qu'on soit responsable et qu'on sache où est-ce qu'on veut aller. Je pense que si les choses sont claires dans la tête des deux partenaires, aucune tentation ou aucun problème ne pourra véritablement vous séparer. Il y aura certes des remous parce qu'aucune relation n'est horizontale tout le temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc voilà, on en appelle à votre responsabilité. On va passer à un autre cas de figure parce que là, on a parlé d'amour pendant pas mal de temps. On va passer à des sentiments qui sont un peu moins joyeux. Par exemple, la colère. Quand on est en colère contre certaines personnes à juste titre ou pas, ça agit également sur notre santé. Et je me souviens avec le docteur Momblé, avec qui on faisait des chroniques santé ici, qui parlait de certaines maladies comme par exemple l'ulcère ou l'hypertension, qui sont des maladies qui découlent bien souvent de notre état mental. Oui, absolument. Quand la colère fait augmenter la pression artérielle parce que ça fait en sorte que la circulation du sang devient plus forte et donc vous pouvez même péter les plombs. Mais ce que je voudrais surtout dire à ceux qui sont coléreux, c'est que celui qui se met en colère en général souffre beaucoup plus que celui vis-à-vis de qui il est en colère. Parce que je suis en colère vis-à-vis de M. Diallo Tikwayi. À la limite, peut-être parfois il s'en fout, ou bien il n'est même pas au courant. Moi, je vais me morfondre, je vais m'agiter, je peux avoir l'insomnie, je peux avoir des maux de tête, ma pression augmente, cela peut me couper l'appétit, la nervosité. Finalement, ça rend mes relations difficiles. Docteur, donc, oui. Être colérique, finalement, c'est un trait de caractère. On ne choisit pas de l'être. Mais on peut travailler là-dessus. Je sais que sous d'autres cieux, par exemple, il y a des cours de gestion de la colère. Absolument. Je ne sais pas si ça se fait ici. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des astuces? Quand on a l'habitude de se mettre en colère, mais vraiment fort, quand on sent monter la colère ou quand on est face à une situation qui risque de nous énerver, est-ce qu'il y a des astuces, par exemple, peut-être respirer ou s'éloigner de la scène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement de se mettre en colère? Parce que bien souvent, on ne le gère pas, on ne le décide pas. La première des choses, c'est d'abord d'accepter que ce n'est pas bon. D'accord. Parce que ça, c'est un des gros problèmes que nous avons. Celui qui est en colère, qui ne reconnaît pas que le fait de se mettre en colère est nuisible pour lui, on ne peut pas l'aider. Et puis, en général, pourquoi je me mets en colère, c'est ça. Pourquoi on a dit, quelqu'un donne une phrase ou bien dit un mot, et puis moi, ça me met en colère, et puis M. Diallo Tikwayi n'est pas en colère. Donc, ça veut dire quoi? Ça m'amène à apprendre à me connaître. On a traité ce thème ici. Parce que la colère, en réalité, c'est une réaction par rapport à une situation. Mais la situation par rapport à laquelle j'ai réagi là, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça peut me rappeler quelque chose de l'enfance. Ça peut me rappeler une frustration. Une colère n'est jamais gratuite. Pourquoi? Pour n'avoir pas dit simplement bonjour, je peux crier, je peux m'agiter. Donc, ça nécessite d'apprendre à se connaître. Pourquoi je suis en colère par rapport à telle situation, et l'autre ne l'est pas. Donc, c'est dans ce travail de processus d'accompagnement avec des professionnels qu'on arrive à toucher et qu'on arrive à régler. Il n'y a pas de solution miracle. Mais le premier élément sur lequel je voudrais insister, c'est l'acceptation qu'effectivement, j'ai un comportement colérique et qui n'est pas bon pour moi. À partir de ce moment-là, je peux demander de l'aide et le processus s'engage. Ça se déroule au cas par cas en fonction de chacun, en fonction de nos personnalités. Donc vous proposez qu'on se rapproche d'un expert. Hein, bien sûr, bien sûr. On peut se faire aider par des amis, mais à l'extrême, on peut demander à des psychologues. Moi, je pense qu'il faut énumérer tous disons, les différences qu'il y a entre les colères. Okay. Bon, quand je prends la colère de l'entraîneur Renard par rapport aux éléphants, c'est une bonne colère. Oui, ça je suis d'accord. Qui aboutit à un grand succès. Absolument. Et c'est pédagogique. Ça, c'est pédagogique. Il y a la colère pédagogique, l'emportement pédagogique, qui dit que vous avez quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Je sais que vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez comme limite. Vous pouvez y arriver. Poussez-vous un peu,
il pousse le joueur dans son dernier retranchement jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Cette colère, elle est pédagogique. C'est une colère motivationnelle. Tout à fait. Okay. Pardon, pour revenir toujours sur ça, M. Tikogne. Oui. Par exemple, quand on fait étudier son enfant, qu'il n'y arrive pas, et qu'on sait qu'il pourrait y arriver, forcément, il y a cette colère pédagogique dont vous parlez. Il y a une colère pédagogique. Et même nous, les metteurs en scène, souvent, moi je me souviens, en France, on m'a dit comme ça, j'ai joué, quand j'ai fini de jouer, je regarde mon metteur en scène pour savoir si j'ai bien joué. Il demande à l'assistant pour dire c'est qui celui-là, c'est un comédien. Mais monsieur, je ne vous ai pas demandé de vendre la tomate, vous avez appris à jouer de la comédie, mais c'est ce que je vous demande, maître, qu'est-ce que vous fichez? Mais après, j'étais déstabilisé. C'est la costumière qui m'a trouvé dans la vestiaire qui m'a dit non, si monsieur ne voulait pas de vous, vous n'aurez même pas lu 2 lignes du texte. Mais il sait qu'il y a quelque chose en vous, il y a un dépôt en vous que vous n'avez pas développé. Cette colère, elle est bienvenue. Mais être colérique, c'est-à-dire qu'on est en colère pour rien. Ça aussi, ça pose c'est une maladie. De façon disproportionnée. Voilà. C'est une maladie. Et c'est cela qu'il faut condamner. Et puis, sinon, nous avons des résultats où des gens qui se sont emportés ont obtenu le résultat de ce qu'ils recherchent. Ou alors, il y en a qui sont tempérés, qui passent par l'amour, qui peuvent vous avoir par l'amour. Ça, c'est Biti Moro qui me permet de parler de lui. Biti Moro et Babiento, quand ils vous ont en mise en scène, mais quand vous avez un blocage, ils peuvent vous inviter au bistrot, vous offrir quelque chose, et puis dans la discussion, ils vous amènent à comprendre ce que vous n'avez pas compris. Ça, il y a des méthodes. Oui. Donc moi, je pense que quelque part, toutes les colères ne sont pas si mauvaises que ça. La colère dont nous parlons ici, c'est la colère qui est nuisible. Absolument. C'est-à-dire, comme on le dit, tout excès nuit. Chacun de nous, à tout âge, enfant, grand, on s'est mis en colère à un moment donné. Absolument, oui. Maintenant, c'est lorsque la colère demeure. Oui. Et si je me réfère d'ailleurs aux Saintes Écritures, la Bible dit que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Parce que si je vais dormir avec ma colère vis-à-vis de mon prochain, la nuit, j'aurai l'insomnie. La nuit, j'aurai mal à la tête. Voilà, ça entraîne la rancœur. On essaie de refaire sortir même des trucs qui sont déjà passés, qu'on pense avoir pardonné, qu'on ressort. Parce que la colère dont nous parlons qui est destructrice, c'est la colère méchante. La colère qui cherche à nuire à l'autre. La colère qui cherche à faire mal. Mais mon fils qui va à l'école, qui ne travaille pas, que j'encourage, peut-être en le tapant un peu, en criant sur lui, ça c'est interdit, c'est vrai, mais bon, on en reparlera. Mais je veux dire, je le stimule. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, une colère de stimulation, de motivation. Ça, en réalité, ce n'est pas de ce genre de colère qu'il s'agit. Parce que l'intention, elle est bonne. Je m'énerve pour pousser l'enfant à prendre conscience et à travailler. Donc, l'intention est bonne. Mais quand je m'énerve et que je sors des insanités, et qu'après, pour régler, c'est difficile, au point même où j'arrive à avoir l'insomnie, ça, c'est une mauvaise colère. Oui. Et certaines personnes également qui ne se mettent pratiquement jamais en colère, comme on dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Oui. C'est des personnes qui sont toujours d'humeur égale, qui ne sont jamais, qui disent jamais un mot pardon plus haut que l'autre. Mais le jour où ces personnes-là sont véritablement en colère, ça fait peur. Hein. C'est des personnes qui explosent et on se demande mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, les gens ont peur parce que, vous savez, souvent les gens me demandent, quand vous êtes en conflit, comment il faut régler? Parfois il faut rester calme. Parce que celui qui est calme fait plus peur. Celui qui parle pour dire ce qu'il va faire, on sait ce qu'il va faire, donc c'est plus un problème. Mais celui qui est calme, on a peur. Il ne se fâche pratiquement jamais. Vous le frustrez, vous le blessez, il a tendance à tout accepter. Mais le jour où il se révolte, c'est comme un volcan. Et là, je vous assure que le tremblement de terre, je ne sais pas de quelle magnitude, mais c'est terrible. Mais il y a l'autre facette aussi de ceux qui ne parlent pas. C'est ceux-là qui ne parlent pas, mais qui souffrent. Mais qui n'ont pas la possibilité ou la capacité d'exprimer leur souffrance. Mais ça aussi, c'est mortel. C'est-à-dire, j'encaisse, je ne peux pas exprimer mon mécontentement ou le fait que je ne sois pas d'accord, j'encaisse, mais ça aussi, c'est mortel. Ces sentiments-là qui nous rendent malades, justement, le fait d'encaisser sans parler, il y a de la frustration déjà. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous fait, mais on accepte. Ça peut être dans le cadre du travail, par exemple. Vous avez un supérieur qui vous traite mal, ou même entre amis, vous avez toujours tendance à être abaissé et vous ne parlez jamais, même en famille. Absolument. Vous êtes frustré et vous accumulez. Et cela, c'est très mauvais pour la santé. Oui, c'est mauvais pour la santé, même pour votre développement dans la société. Souvent, on a parlé ici de notre histoire de vie. Vous vivez dans une telle ambiance de frustration, et puis demain, on vous nomme un poste de responsabilité. Vous ne pouvez pas bien l'assumer.
Vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous avez l'impression que vous êtes nul. Puisqu'on vous a toujours dit que vous êtes nul. C'est ce qui est resté. Donc à un moment donné, vous assumez même difficilement vos responsabilités. Parfois même dans les couples. Souvent je dis aux gens, on se marie mais on ne connaît même pas l'histoire de nos partenaires. Mais un partenaire ou une partenaire qui a vécu une situation terrible, qu'est-ce qui va venir vous produire? Très bien. Monsieur Bado est en ligne. Il nous appelle du Burkina. Allô? Monsieur Bado? Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui. Bonsoir, madame. Bonjour, monsieur Bado. On vous écoute. Bonsoir, madame. Bonjour. Mauvaise connexion. Oui, donc c'est justement ce que j'étais en train de dire. Notre histoire a une importance capitale pour nous. Donc, ces personnes qui ne parlent pas, moi, en général, j'ai peur de ces personnes. Pas peur en termes de peur pour moi-même, mais peur pour ces personnes. Parce que vous allez remarquer que cette personne qui va encaisser ses frustrations, ce manque d'amour et qui n'a pas cherché à combler, dans un couple, attendant de son mari ou de sa femme l'amour qui ne vient pas, c'est toujours les pleurs. Finalement, on se dit, bon, il ne m'aime pas, alors qu'en réalité, peut-être l'autre aussi est en train de chercher à savoir ou à apprendre à aimer. Donc c'est compliqué. C'est de s'exprimer. Il faut s'exprimer. Maintenant, c'est la manière de s'exprimer qui fait la différence. C'est-à-dire vers qui se tourner finalement? Bon, d'abord la personne qui vous frustre. D'accord. Je prends l'exemple comme ça, Eva me frustre. Je trouve Eva, je dis, écoute, tu as fait telle chose, vraiment, je m'apprécie. Bon, comment elle va réagir, je ne sais pas. Mais au moins, j'ai exprimé ce que je sens. C'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Pouvoir dire, ça me convient, ou ça ne me convient pas. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord avec. Donc, c'est s'exprimer vis-à-vis de la personne. C'est déjà bon pour notre estime de nous-mêmes. Bien sûr, c'est déjà bon pour nous-mêmes, le fait d'exprimer ce que nous ressentons. À la limite, si ça ne va pas, on peut toujours appeler. Ça encore, on le retrouve à l'église. On dit, bon, si vous avez un conflit avec quelqu'un, il faut vous retrouver le frère ou la sœur, vous essayez de discuter. Si ça ne va pas, vous voyez des anciens. Et si après ça ne va pas, on dit, bon, ben écoute, on le livre, je ne sais pas à qui. Non, moi je pense que les colères dont on parle, les colères qu'on garde, et la frustration vient du fait souvent que quand vous échangez avec des personnes qui n'ont pas le même niveau que vous, niveau intellectuel, oui, bien sûr, vous êtes frustré. Et là où il ne s'agit pas de se fâcher, lui il se fâche et vous êtes contrarié. Exactement. Vous êtes contrarié et vous le regardez. Mais quand vous le regardez, il se met en tête que vous vous croyez supérieur à lui. Absolument. Et puis il y a des choses qui ne sont pas peut-être recommandées, qui arrivent à ce moment précis. Très bien. Et, Mademoiselle Touré est en ligne. Elle nous appelle de Koumassi. Allô? Marcory, pardon. Mademoiselle Touré? Allô? Oui, bonjour Mademoiselle Touré. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Vous faites j'appelle pour une mission. Pardon? Allez-y. Alors, donc, voilà. Donc, je disais que souvent la colère intériorisée est une moquerie. Peut être une moquerie, une sorte de moquerie. C'est-à-dire, on sait que mon interlocuteur dit des bêtises, mais pour ne pas le frustrer, je souris. Est-ce que je suis hypocrite ou est-ce que je me moque de lui? Mais après il s'aperçoit qu'effectivement, je l'ai pris pour un imbécile. Et ça aussi, ça peut engendrer certaines colères. Mais la frustration fait partie de la série de colères dont on parle. Lorsque vous savez très bien que vous avez un chef qui n'a pas le même niveau que vous, vous arrivez de l'école, on vous a appris des valeurs, vous êtes adjudant, voilà, vous êtes lieutenant, et puis on vous envoie sur le terrain avec un commissaire, un ancien commissaire, et qui est en train de dévier les valeurs. Vous lui rappelez ces valeurs, dites, vous n'avez rien à m'apprendre. Tout ça, c'est des frustrations qui vous détruisent en fait. Parce que ce que vous avez envie d'exploser, vous avez appris des valeurs, que vous les mettez en pratique, mais on vous étouffe. Donc l'étouffement même provoque la colère et détruit l'être humain. Absolument. Très bien. Monsieur Mohamed Lamine est en ligne, il nous appelle de l'Angola. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Mohamed Lamine. Oui, bonjour madame, comment vas-tu? Nous allons très bien, merci, et vous? Oui, bon, moi j'appelle en Angola. Oui, on vous écoute. Bon, je voudrais participer à l'émission, s'il vous plaît. Vous êtes le bienvenu.
Ok, bon, la couleur dont moi je perçois, le monsieur qui est habillé en costume bleu là, le docteur, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que vraiment, il dit les pures vérités. Alors? Oui. D'accord, ok, Il dit c'est les l'aspect de pures vérité. vérités. Parce que la couleur, d'abord, la couleur, avant d'être colorée, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui vous met en couleur. Moi, j'ai eu malheur de croiser quelqu'un, c'est-à-dire une fille. Lorsqu'elle veut me mettre en couleur, elle joue avec mes nerfs. À chaque fois qu'elle veut rire, elle essaie de me mettre en couleur. Pour rire en disant que non, je m'amuse. Ah non, je m'amuse. Pourquoi ça, c'est ce truc qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous savez que l'autre est un peu coloré, n'essayez pas de jouer avec ses nerfs. Donc vraiment, le monsieur, vraiment, moi, je la tue beaucoup. Vraiment, il a des bons réponses. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Alors, on a fait le tour, façon de parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire également sur la colère, sur tous ces sentiments qu'on parle. Mais bien souvent, la colère non exprimée, cette frustration qu'on garde en nous, mène à la rancune. Et pour revenir à la fameuse phrase de votre pièce, La Malédiction, qui dit que la rancune fait plus de mal au rancunier que contre qui elle est manifestée. Absolument. Alors, on parle souvent même de rancune tenace, de certaines personnes qui sont rancunières à mort. Et ça, c'est peut-être le pire défaut qu'on puisse avoir, être rancunier. C'est-à-dire qu'on passe le temps à fomenter des coups contre la personne qui nous a fait du mal. C'est terrible. Quand vous êtes rancunier, c'est terrible. Vous en souffrez. Parce que quelquefois, vous priez pour que le malheur arrive à l'autre. Exactement. Vous voyez, Dieu dit de prier même pour nos ennemis, mais là, on prie contre lui. Même pas contre notre ennemi, mais c'est un des pires sentiments qu'on puisse développer. Vous savez, le gars va maigrir, il va avoir l'insomnie, il peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique. La rancœur, c'est quelque chose de ténace, c'est terrible. Et il ne cherche à rien comprendre. Il ne cherche même pas de réconciliation. Même celui qui l'a frustré, si à un moment donné il prend conscience, pour venir lui dire, bon écoute, il faut me pardonner, non, pas question. Et il est obnubilé par cette idée de rendre le mal qu'on lui a fait, voire pire. La rancœur nous amène inéluctablement à rendre le mal pour le mal. Ce qu'il m'a fait là, si je ne l'ai pas fait, c'est que je ne suis pas l'enfant de X. Enfin, je n'ai pas dit, monsieur. On dit souvent, oui, pour moi, reste pas à l'étranger. Oui, il faut que je lui fasse pire que ce qu'il m'a fait. Oui, donc cette rancune-là, elle se base sur la vengeance. La vengeance. Exactement. Vous voyez, donc les sentiments se découlent. Voilà, c'est la vengeance. Je n'accepte pas que ma femme me quitte et que je ne veux même pas la voir dans les bras d'un autre. Je veux que malheur lui arrive partout où elle se trouve. À la limite, je peux même l'éliminer. Voilà, je peux l'éliminer. Celui qui l'a pris. À défaut de l'éliminer, je veux la voir misérable. Absolument. Pour dire qu'en 100 mois, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas avoir le bonheur ailleurs. Absolument. Ça, c'est la rancune. Méchanceté. Mais alors, si cette femme ne le sait pas, qu'elle mène sa vie comme elle veut, qu'elle est heureuse dans sa tête, c'est vous qui souffrez. Absolument. D'où ma phrase, par exemple. D'où ma phrase qui dit que la rancune fait plus de mal à celui au rancunier car celui contre qui elle est manifestée. Oui, je partage cette parfaitement. Personne contre qui la rancune est manifestée, vous l'avez dit, bien souvent elle ignore toutes les mauvaises idées et pensées qu'on peut nourrir pour elle. Elle vit sa vie tranquillement, elle grossit, elle prospère. Je prends l'exemple des présentateurs à la télévision. Pour rien, la tête de l'animateur ne nous revient pas. Ah, ça c'est fréquent. On y revient. On a Madame Tra qui nous appelle de Yopou Gonçalves, le dernier appel d'ailleurs. Allô? Oui, Madame Tra. Madame Tra, on vous écoute. Allô, bonjour Madame. Bonjour Madame Tra, on vous écoute. Oui, tout à l'heure, l'invité a parlé de la colère pour les gens qui n'aiment pas manifester leur colère. Quelquefois, on est des grandes personnes. Et puis, on a besoin de vivre aussi. Et ce n'est pas tous les problèmes qu'on prend pour charger, comme on le dit généralement. Donc, il y a des choses, c'est pour ça qu'il faut généralement avoir un peu de Bible et puis un peu de Coran avec soi. Parce que quand il y a ça, on peut mieux gérer les choses. Il y a des gens qui nous mettent en colère inutilement. Et je pense que quand on prend de l'âge, il faut avoir un peu de sagesse. Quand on est un peu sage, il y a des choses qu'on peut dompter. Parce que à la loup, les choses vont là. On peut avoir les crises cardiaques, l'ulcère et puis autres maladies. Tout à fait. Donc il faut savoir passer les ponts sur beaucoup de choses
pour qu'on puisse vieillir. Même mon mari, il peut faire des bêtises, mais à lui au moins de venir, ça dit pardon ma femme ou bien pardon mon mari. Il y a des choses qui existent. Ce n'est pas toutes les colères. Il faut sortir carrément pour prendre un peu d'air et puis revenir, c'est important. Parce que sinon on se détruit soi-même. Ce n'est pas à toutes les colères qu'on fait face à toutes les colères, sinon on ne s'en sortira pas. Donc il faut vraiment être doué de sagesse et puis de beaucoup de choses. Il faut lire beaucoup et puis quand il y a un problème, il faut sortir carrément pour aller voir ailleurs en attendant que les choses se mettent en place. C'est important. Merci beaucoup, Madame Tra, pour cette très belle contribution qui sera d'ailleurs la dernière. Le temps de nous permettre ici en plateau de faire une conclusion et de vous donner rendez-vous demain parce que nous n'avons développé que 2 sous-thèmes, donc l'état des lieux et les différents cas de figure. Et on va encore parler des causes demain, des conséquences, mais surtout de conseils. Alors pour finir, Monsieur Diallo. Laissez-moi, je vais laisser le droit d'aînesse à l'autre de terminer. D'accord. Je vais commencer. C'est vous qui avez la profession, vous êtes docteur. Oui, mais c'est pas grave, on est en Afrique et moi je respecte encore les valeurs. Oh, vous êtes un homme de culture, donc je respecte la culture. Ok, je m'incline. Ok, merci beaucoup, grand frère. Alors, ceci étant, je voulais dire que c'est un sujet assez important. Même les interprétations, les fausses interprétations. On voit quelqu'un qui est dans la rue, un ami, qui vous voit, qui ne vous salue pas. Parfois de façon, par inattention. Et puis, arrivé à la maison, je vais commencer à mijoter. Ah, lui, il est contre moi. La preuve, c'est qu'il m'a vu au carrefour, il ne m'a pas salué. Mais le gars est en train de vivre paisiblement, là-bas, il n'a pas votre temps. Il ne vous a même pas vu. Il ne vous a même pas vu, donc ça ne l'intéresse même pas. Ça revient un peu à la rancœur. Vous avez de la rancœur contre quelqu'un. Le gars, il vit bien là-bas, il va en boîte, en tout cas, il vit. Il mange ce qu'il veut et vous maigrissez. Donc, faites attention parce que cela peut détruire notre vie. Très bien. Monsieur Diallo. Oui, et moi je pense que de tout ce que nous avons eu à parler, le fondement, c'est-à-dire la fin de tout ceci, c'est le pardon. Le pardon, quel genre de pardon? Quelle culture de pardon devons-nous avoir pour essayer d'apaiser celui qui est en colère un temps soit peu? Soit de façon, disons, involontaire. Soit vous n'avez pas fait la faute, comme il vient de le dire, comme le docteur vient de le dire. Et un ami ne m'a pas salué, j'ai pensé qu'il m'a vu, qu'il m'a regardé même dans les yeux, il m'a dépassé sans me saluer. Au lieu de le dire, je me suis fâché. Alors, moi je pense que le pardon est important, il est fondamental. Et la façon de demander pardon, de chercher ses pardons, encore plus fondamentale. Donc je pense que c'est une belle émission. Merci, on aura eu peut-être 10 jours qu'on n'aura pas fini. Exactement, il y a tellement de choses à dire. Quand nos sentiments nous rendent malades, c'était le thème de cette émission aujourd'hui. Vous le savez, nous n'avons pas épuisé le sujet. Demain, nous serons également en votre compagnie à partir de 13h30 et on espère cette fois-ci clore. On a parlé de beaucoup de choses, surtout d'amour et on a pu le constater à ce moment-là. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner et quand on est passé aux autres sentiments, on a eu un peu moins d'engouement. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour cette émission. On garde le contact. Je rappelle qu'elle a été réalisée par Patricia Yeo. On se retrouve dès demain 13h30. D'ici là, restez sur RTI2. Nos programmes continuent.